à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats et les travaux des sénateurs. Aujourd'hui, je vous propose de suivre 2 auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Et le ton monte entre le Sénat et l'Élysée. On a appris hier qu'Emmanuel Macron avait téléphoné au président du Sénat, Gérard Larcher, mardi dernier, pour lui demander de respecter l'équilibre entre les institutions. Le chef de l'État aurait été hérité des propos de Philippe Bas, président de la commission d'enquête, qui affirme que le Parlement contrôle l'exécutif. Or, pour Emmanuel Macron et ses ministres, le Parlement a bien un pouvoir de contrôle du gouvernement, mais pas de l'Élysée. Ce matin, vous allez suivre l'audition du commandant militaire de la présidence de la République, le général Éric Biofarina, entendu mercredi dernier. Et le commandement militaire assure la sécurité à l'intérieur du palais de l'Élysée, un service qui est dissocié du groupement de la sécurité de la présidence de la République, le GSPR, qui assure la sécurité du président à l'extérieur. Alors la commission d'enquête a interrogé Éric Biofarina sur le rôle exact d'Alexandre Benalla, censé coordonner ces 2 services de sécurité. Les sénateurs se sont aussi intéressés à Vincent Crase, réserviste de la garde républicaine et qui accompagnait Alexandre Benalla lors des violences du 1er mai. Je vous laisse écouter l'audition du commandant militaire de l'Élysée. Alexandre Benalla avait suivi de près Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, il s'est occupé de sa sécurité et donc il avait l'approche humaine de ce que souhaitait le président pour sa sécurité. Il avait bien cet aspect très particulier qui relève de la personnalité de chaque président, qui pour autant ne peut pas être exclu d'une réflexion à cette échelle. Il faut savoir ce que souhaite le président. En France, en tout cas, on ne peut pas imposer totalement un carcan de sécurité au président de la République. Donc il faut connaître également sa sensibilité plus que ses attendus. Je parle de sensibilité, sa manière de concevoir sa protection rapprochée. Donc il faut l'intégrer dans la réflexion. Alexandre Benalla était là également pour ça. Voilà. Merci, mon général. Monsieur Sueur, vous avez terminé. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Général, vous avez indiqué à l'instant que Monsieur Benalla pouvait être la zone interface intérieure-extérieure sur la sécurité du Président. Monsieur Loge, qui vous précède, le chef de cabinet, nous indiquait également qu'il était chargé de la coordination entre les différents services de sécurité, ce qui me paraît recouper effectivement la même mission. Concrètement, comment cette mission se traduit-elle sur le terrain? Mon général, allez-y. C'est toujours un peu compliqué de rentrer dans les process. Dans le concept, c'est facile. Dans les process, c'est plus difficile. Mais néanmoins, on a toujours eu besoin, et ce besoin a toujours été comblé, que ce soit par Alexandre Benalla hier ou une autre personne avant-hier, on a besoin d'une interface, comme je vous l'ai expliqué, entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et bien souvent, cette zone d'interface acquiert un caractère sensible au départ et à l'arrivée. Je peux difficilement aller plus loin. Bon. Au départ et à l'arrivée, on a besoin d'avoir des renseignements extrêmement précis d'ambiance sur ce qui se passe là où le président va se projeter. Ça, c'est pour le départ. Et sur ce qui se passe quand le président va revenir. Ces éléments d'ambiance sont dans cette zone sensible qui était couverte assez souvent par Alexandre Benalla. Et bien couverte d'ailleurs par Alexandre Benalla. Il faisait ce travail avec beaucoup de conscience professionnelle, avec un grand sens de l'anticipation, et cela nous a toujours rendu d'excellents services professionnels, si je puis dire. Voilà. Voilà en quoi on peut résumer, sans trop rentrer après dans les procédures et les process, ce que recouvre le terme de coordination entre le commandement militaire et le GSPR. Madame Jourdain. Oui, alors
Je dois dire que nous sommes toujours, pour moi, plus au niveau du concept que de la réalité. Pour autant, je vais vous poser une question, pour le coup, extrêmement claire. Monsieur Benalla est-il amené à donner des ordres dans ce cadre-là à ceux qu'il a comme interlocuteurs? En général. Et non, justement pas. Sa position ne lui confère pas la possibilité de donner des ordres. Il est là pour relever des points particuliers qui relèvent généralement d'une situation, d'une ambiance, d'un contexte sécuritaire s'entend. Charge ensuite au GSPR et au commandement militaire de l'intégrer. Je précise que M. Benalla n'était pas le seul dans cette zone d'interface à nous transmettre évidemment des renseignements. Bon. Et ensuite, c'est à l'autorité fonctionnelle, GSPR d'un côté, commandement militaire de l'autre, à bien sûr prendre les dispositions qui s'imposent. C'est une simple raison de cohérence hiérarchique. Prend des décisions et donne des ordres, celui qui en a la légitimité, d'une part, et d'autre part, celui qui en a les moyens. Alexandre Benalla ne commandait pas de service, n'avait pas d'hommes sous ses ordres, il n'avait donc pas les moyens, ni hiérarchiques, ni fonctionnels, d'exercer une quelconque forme d'autorité. Merci, mon général. Madame Jourdain. Il a été indiqué, notamment par les syndicats de police, qu'il pouvait y avoir des relations de frottement, j'utilise un euphémisme par rapport aux termes qu'ils ont indiqués et que vous connaissez, entre M. Benalla et les services. Donc, il ne donne pas d'ordre, il donne des éléments d'ambiance. De quelle façon ces frottements peuvent se produire au regard de ce que vous nous décrivez comme étant les relations existantes entre les forces de l'ordre, enfin celles qui assurent la sécurité, et M. Benalla? Là, Madame la sénatrice, vous faites plus appel à mon imagination qu'à mes connaissances, parce que, en fait, personnellement, moi, je n'ai pas assisté à des frottements, frictions, conflits entre Alexandre Benalla et des services de sécurité. Comment est-ce que cela aurait pu se traduire? Peut-être des divergences d'opinion sur le terrain. Il est vrai que là où se situeraient éventuellement ces zones de friction, le commandant militaire n'y est pas, visuellement. Voilà. Donc moi je n'ai personnellement, et on m'a jamais relaté d'incidents de cette nature avec les services. Oui, mon général, j'entends votre réponse et vous ne pouvez répondre que pour ceux dont vous avez eu connaissance. Et néanmoins, nous avons été frappés, nous aurons certainement l'occasion de lui demander directement, que M. Benalla lui-même admet l'existence de tensions et justifie les raisons pour lesquelles sa position était la bonne et celle de ses interlocuteurs critiquable. Bon. Mais en tout cas, vous dites n'avoir pas perçu ça. Non. Très bien. Madame Jourdain, d'autres questions? Une dernière question, Monsieur le Président général. Monsieur Benalla a-t-il conseillé ou appuyé d'autres recrutements que celui de Monsieur Kras? Bon, Monsieur Kras m'a été, pas appuyé, m'a été présenté, ce profil m'a été présenté par Monsieur Benalla, et comme je vous l'ai dit, ce profil présenté à l'époque toutes les garanties nécessaires et suffisantes pour pouvoir servir au sein de la présidence de la République. Il ne m'a pas présenté d'autres personnes, enfin en tout cas personnellement. Voilà. Merci mon général. Monsieur le Président Sueur. Oui, juste un mot. Mon général, tout à l'heure, j'ai fait état d'une citation, entre guillemets, de M. Benalla, selon laquelle les réflexions, projets, au sein de l'Élysée, suscitaient une opposition du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, n'existe pas? Écoutez, non. Nous n'avions pas encore réellement commencé la phase des relations interministérielles. Comme je vous l'ai expliqué, dans le diagramme de programmation
de la montée en puissance et de la création de la DSPR, tous les groupes de travail n'ont pas été activés au même moment. Et le groupe de travail interministériel, lui, va être activé, devrait être activé dans les jours qui viennent, car au préalable, nous préférions avoir une réflexion déjà un peu mature sur l'endroit où nous souhaitons aller, le point à atteindre pour ADSPR, avant de présenter quelque chose au ministère de l'Intérieur et d'entamer la phase de présentation, discussion, remise à niveau, enfin quelque chose qui est complètement consubstantiel à la création d'une nouvelle structure dont le ministère de l'Intérieur serait bien sûr partie prenante. Donc voilà, je pense que ça répond un peu à votre question. Alors après, qu'il y ait de manière doctrinale au sein du ministère de l'Intérieur des oppositions à ce projet et que ce soit manifesté à Alexandre Benalla, je veux bien le croire. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont tout à fait favorables au sein même du ministère de l'Intérieur à la création d'une telle structure, puisqu'elle répond, comme je l'ai précisé au préalable, à un réel besoin de sécurité. Donc voilà, je pense qu'au ministère de l'Intérieur, il doit y avoir également une pluralité de voix et de sentiments sur la DSPR. Mais dans un cadre général, cette direction ne porte en rien atteinte au ministère de l'Intérieur, ne porte en rien atteinte à ses prérogatives et ne porte en rien atteinte à sa présence future dans le cadre de la protection du président de la République. Ça, je peux d'ores et déjà vous le confirmer. Merci, mon général. Nous allons passer, si les deux rapporteurs ont posé les questions qu'ils souhaitaient poser, aux questions de nos collègues sénateurs, à commencer par celle de M. François Pilet. Merci, Monsieur le Président. En général, lors de son audition, le colonel Laverne, qui d'ailleurs est, semble-t-il, est devenu général depuis, qui est responsable également de la sécurité du président de la République, nous a beaucoup étonné, en tout cas moi m'a beaucoup étonné, lorsqu'il a indiqué qu'il ne savait pas s'il pouvait y avoir d'autres armes déposées, détenues, portées, et qu'il n'avait même pas à le connaître par des agents au sein de l'Élysée, hors bien sûr les gendarmes et les policiers. C'est une situation qui paraît tout de même un peu étonnante. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Est-ce que vous ignorez s'il existe d'autres détenteurs d'un port d'armes, porteurs d'armes, ou d'autres armes qui peuvent être à l'Élysée, autres que celles de ceux qui sont sous vos ordres ou ceux qui sont sous les ordres du GSPR? En général. Et je comprends la réponse du général Lavergne, parce qu'elle repose sur le fait que si quelqu'un, à titre privé, a un port d'armes, est-ce que la présidence de la République doit en avoir connaissance? Ça, c'est la question qu'il faut poser, qui peut-être se la posera-t-on. Mais en tout cas, doit-on connaître de la détention d'un port d'armes à titre privé des agents de la présidence de la République? À l'heure actuelle, non. Si vous faites du tir sportif, vous avez l'autorisation de port d'armes, et si vous avez par extension une autorisation de détention d'armes ou de port d'armes, à l'heure actuelle, nous n'en avons pas connaissance. L'autre question qui peut-être est plus sensible et qui découle de celle-là, c'est est-ce que les gens qui sont détenteurs à titre privé d'un port d'armes peuvent-ils l'utiliser dans le cadre des missions qui leur seraient confiées au sein de la présidence? La réponse est non, évidemment. Et dans un cas, pas comme dans l'autre, mais dans le second cas, il existe évidemment un contrôle, ne serait-ce que visuel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Alors, mon général... Alors, la réponse, excusez-moi, oui. pour être très, très précis, allez-y. Je rejoins ce qu'a dit le général Lavergne. Oui. Mon général, nous prenons acte de votre réponse. Mais c'est vrai que
les citoyens que nous représentons, les citoyens que nous sommes, peuvent être étonnés qu'un collaborateur de la présidence de la République ayant un port d'armes à titre privé puisse apporter son arme dans l'enceinte du palais sans qu'il vous paraisse qu'il y ait là un problème alors que vous êtes en charge de la sécurité du palais, même si ce port d'armes est purement privé. Je crois qu'il devrait y avoir quand même des règles qui soient posées pour que vous soyez informé de tout port d'armes privé et de toute présence d'une arme amenée par un collaborateur quel qu'il soit à l'Élysée. Vous voyez, je sors un petit peu du cadre habituel de notre audition où nous nous contentons de nous poser des questions, mais oui, c'est pour vous dire la sensibilité de la question. Et puis par ailleurs, dans la question de François Pillet, je crois comprendre qu'il y avait une autre dimension. Je vais essayer de la préciser. Saviez-vous que M. Benalla avait un permis de port d'armes? Et en quoi ce permis de port d'armes était-il utile à l'exercice de sa fonction à l'Élysée, tel que vous-même la décrivez? Oui, je reviens sur la question de savoir si il est légitime, si on doit être au courant de cet aspect de port d'armes à titre privé. Mais le besoin d'en connaître doit quand même à minima reposer sur toujours la notion de sécurité. Je ne pense pas que Alexandre Benalla représentait une menace pour la présidence de la République. La question est distincte parce que pour M. Benalla, ce n'est pas un port d'armes privé, c'est un port d'armes professionnel. Donc il y a deux aspects dans la question. En fait, c'est pour ça qu'elle est un petit peu complexe. Il y a effectivement celui qui a un port d'armes privé. Est-ce que c'est normal qu'il puisse amener son arme au palais sans que vous le sachiez, pour un motif de sécurité justement. Et puis pour M. Benalla et d'éventuels autres collaborateurs du président de la République qui auraient un port d'armes à titre professionnel. Est-ce que c'est justifié par leur fonction et en particulier par celle de M. Benalla? Voilà, c'est deux questions en une. Très bien, merci de préciser. C'est bien ça. Merci de décortiquer la question, parce que s'il s'agit alors des collaborateurs de la présidence qui ont un port d'armes à titre privé, c'est-à-dire on sort du cadre de Alexandre Benalla qui lui a un port d'armes à titre professionnel, non, ceux-là ne peuvent pas rentrer. Mais je pensais que vous faisiez référence au port d'armes d'Alexandre Benalla, qui lui a un port d'armes à titre professionnel. Ah non, ce n'est pas global. Excusez-moi, monsieur le sénateur. Soit on a un port d'armes à titre professionnel, on est dans le cas de figure Alexandre Benalla, auquel cas on a le droit de le porter, y compris dans l'enceinte du palais de l'Élysée. Soit on a un port d'armes à titre privé, et là, vous ne rentrez pas à l'Élysée. De toute façon, vous ne passez pas par les détecteurs, déjà. Et ensuite, à partir de là, le système de contrôle se met en branle et vous êtes refoulé. Y compris pour un collaborateur qui arrive en voiture? Non. Alors, et enfin, maintenant, mais cette première partie de la question ayant obtenu une réponse, l'autre partie, c'est effectivement, est-ce que le port d'armes professionnel de M. Benalla était justifié par sa fonction telle que vous nous l'avez vous-même décrite? Je n'ai pas assisté ni eu le reporting de l'audition du chef de cabinet, parce que c'est à lui à apprécier si Alexandre Benalla... D'abord, est-ce qu'Alexandre Benalla portait son arme dans le cadre de ses missions à l'extérieur? Bon, personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu. C'était une arme qui se voyait sous une veste? Vous avez dit le contraire. Pardon? Alors, pardon, Madame de la Gontrie posera une question tout à l'heure. Madame de la Gontrie, procédons par ordre. Donc, personnellement, vous n'avez jamais... Dans les missions extérieures, je ne croisais jamais Alexandre Benalla, puisque ce n'était pas mon champ de compétences, et je ne l'ai pas vu avec une arme à l'extérieur, non. Et à l'intérieur? À l'intérieur, il me semble effectivement l'avoir vu avec une arme, au retour d'une séance de tir, je crois, si ma mémoire est bonne, et là, il l'a porté, oui. Bien, je vous remercie, Monsieur Pillet. Le général est rentré vraiment là dans les précisions qu'il pouvait nous apporter. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon général, comment expliquer que Monsieur Alain Gibelin
et omis de parler du déjeuner du 25 avril que vous avez eu avec M. Gibelin, vous, M. Gibelin, et M. Benalla, pendant lequel M. Gibelin et M. Benalla ont discuté des équipements qui seraient livrés à M. Benalla pour le 1er mai. Est-ce vrai? Mon général. Oui, alors, il semble que là, nous ayons quelques divergences, ou en tout cas des points de contradiction mémorielle, si je puis dire. Oui, il y a des effets tunnels et des mémoires qui flanchent, si j'ai bien compris. Écoutez, je ne peux pas redire autre chose que ce que j'ai déjà dit à l'audition de la commission de l'Assemblée nationale. Voilà, ce repas pour moi n'avait pas un caractère d'exception, donc je n'en ai pas retenu l'ensemble des détails. La seule chose qui m'est revenue, c'est qu'il a été évoqué lors de ce repas la manifestation du 1er mai. Bien sûr. Et pourquoi M. Gibelin dit que ce repas n'a pas existé? Enfin, il a omis de le dire. Il n'a pas dit qu'il n'a pas existé. Il a omis de le signaler. Il y a un problème. Ce repas a bien eu lieu. Il est même on doit pouvoir le tracer quelque part à l'intendance de la présidence de la République, mais ce repas a bien eu lieu. Je ne pense pas qu'Alain Gibelin a dit que le repas n'avait pas eu lieu. Bien, je vous remercie. Prenons bonne note de votre réponse. Il a omis, monsieur. Je vais maintenant. Non, Madame Benbassa, il faut que tous les collègues puissent s'exprimer. Mais je vous remercie de votre question. Monsieur Grosdidier, 1 minute. Je le dis pour tous les collègues, hein. Pas spécialement pour vous, chers collègues. La première, ça porte sur les réservistes à la présidence de la République. On est quand même un peu surpris, parce qu'on pensait quand même qu'on réservait à la protection du chef de l'État l'élite même de nos forces professionnelles. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, expliquer ça? Et dans le choix des réservistes, est-ce qu'il est seulement le fait des gendarmes, ou vous nous dites qu'on pouvait recommander, et donc sur affinité politique peut-être, les réservistes qui figuraient, mais en tout cas, ça, c'est pas une preuve du plus extrême professionnalisme, je pense, que d'affecter des réservistes à la protection du président de la République. Et est-ce qu'il y a aussi des réservistes au GIGN ou à RAID, quoi? Pose la question. Ensuite, sur le rôle de M. Benalla, qui avait une arme, mais pas pour les déplacements officiels, etc. Est-ce qu'il en avait pour les déplacements privés, quand il rentrait et sortait avec le président de la République, et est-ce que le président de la République à ce moment-là n'était plus sous la protection des professionnels? Est-ce qu'il y a des moments où effectivement dans les déplacements privés, plus que M. Benalla et son arme pour assurer la protection du président de la République? Mon général, je vais vous laisser répondre à cette question, mais pour les questions suivantes, je vous recommande de prendre note des questions parce que je vais les grouper pour permettre de tenir notre calendrier. Mais d'abord, peut-être répondre à la question de M. Gros. 2 questions de M. Grosdidier. Bien, monsieur le sénateur. Bon, vous n'êtes pas très amène sur la qualité professionnelle de nos réservistes opérationnels de la gendarmerie. Je vous assure que s'il ne s'agit pas, j'en conviens, d'une troupe d'élite au sens où on entend généralement le mot élite, à savoir un certain nombre de compétences professionnelles liées à un entraînement très poussé, il n'en demeure pas moins que la réserve opérationnelle des forces armées, si elle n'existait pas, je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, les forces armées pourraient exercer leur mission sur le territoire national et ailleurs. Mais à l'Élysée, encore une fois, prenons les choses dans l'ordre. La cellule réserve opérationnelle était, comme je vous l'ai indiqué, elle avait une vocation également un peu symbolique, c'est-à-dire montrer que un citoyen bien formé, bien encadré, peut, s'il en a la volonté et la motivation, servir au plus haut niveau de l'État. Secondo, il y a la formation
gendarmerie. La réserve opérationnelle de la gendarmerie, nonobstant ce que font les autres forces armées, elle est quand même très poussée, régulière, et elle s'appuie, elle s'adosse sur des compétences que les réservistes doivent avoir. Secondo, à l'Élysée, à la présidence de la République, le rôle des réservistes était centré sur le contrôle des entrées, que ces réservistes n'étaient jamais seuls, ils étaient toujours au moins trinommés avec 2 gardes d'expérience à côté d'eux, et que donc, grâce à toute cette succession de mesures complémentaires, on arrivait à faire d'une force qui n'est pas forcément une force d'élite, une force parfaitement compétente pour remplir la mission pour laquelle nous l'avions sollicitée. Je ne sais pas si Alexandre Benalla accompagnait armé ou non armé les déplacements privés du président de la République. En tout état de cause, lorsque le président de la République se déplace, il est avec son équipe, et son équipe est constituée de gendarmes ou de policiers, y compris dans les déplacements privés. Oui, mais ce n'est pas vous qui les assurez. Non, mais comme j'en connais la Bien nature, j'en suis certain, Oui. je la cite. Je vous remercie de répondre y compris aux questions qui ne vous sont pas posées, compte tenu du champ de vos attributions. Je vous remercie. Alors, maintenant, je vais demander aux collègues, on va grouper les questions pour pouvoir tenir à peu près notre horaire. C'est M. Colomba qui va poser la première question. En général, plus on avance, plus on est dans le brouillard. Parce que, s'agissant notamment de l'organisation de la sécurité, vous avez insisté sur un point que vous visiez, c'est la continuité. Bon. Alors, la question c'est la suivante. Est-ce que l'existence de M. Benalla est un élément de continuité ou une solution de continuité? Bon. Vous nous avez dit, ah oui, mais c'est quand même utile, Après, on a appris aussi qu'il intervenait quand même pour les déplacements privés, que c'était pas pareil que les publics. Et là, vous nous avez dit que, oui, mais il nous donnait des éléments d'ambiance. Je n'ai pas bien trop compris ce que ça voulait dire. C'est du renseignement, quoi, en fait. Donc, est-ce que vous pensez que, en tant que, sur le plan technique de l'organisation de la sécurité, est-ce que ça serait quand même pas mieux que ça soit un service officiel, etc., qui s'occupe de ça, plutôt que de le confier à quelqu'un dont finalement on s'aperçoit à l'usage que, enfin, à un fonctionnaire, à quelqu'un qui est embauché pour remplir cette mission, alors qu'on ne sait pas trop bien quelles sont ses compétences exactes et quelles sont ses qualités exactes, sinon qu'il est très enthousiaste. Merci, Monsieur Colomba. Maintenant, Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, je souhaiterais que le général Biofarina nous précise ce que sont les mécanismes, les règles légales d'affectation au commandement militaire. C'est-à-dire, est-ce que ça repose sur une candidature du gendarme à cette mission? Quelles sont les conditions professionnelles qui sont posées? Est-ce que tous les gendarmes qui ont cette affectation viennent des régiments de la garde, ou s'ils peuvent venir d'autres unités? Est-ce qu'il y a une ancienneté, ou est-ce qu'il y a, disons, des tests professionnels spécifiques, et quelle est la durée de cette affectation? C'est-à-dire, est-ce que tout ceci est objectif, ou est-ce qu'il y a une part d'initiative individuelle? J'en profite pour revenir à une question que nous avons évoquée juste avant la coupure, qui est que tous les débats sur l'autorisation de port d'armes me paraissent pouvoir être beaucoup simplifiés lorsque nous aurons vu la demande d'autorisation de port d'armes qui a été présentée à la préfecture de police. Donc, ceci a-t-il bien été demandé à la préfecture de police et quelle est la réponse dont nous bénéficions? Je me permets de répondre pour une partie de la question qui n'intéresse pas directement le général. Oui, chers collègues, la demande a bien été faite et pour l'instant, nous n'avons pas obtenu satisfaction. Nous avons hâte que ce soit le cas. Mon général. Ah pardon, non, je vais continuer à grouper, mon général. Donc, Madame L'Herbier. Oui, mon général, je voulais revenir sur les éléments d'ambiance dont vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est vrai que est-ce que ce sont des renseignements et de quel
style de renseignement il s'agit, parce que il y a tellement de services au niveau des préfectures et autres qui peuvent renseigner sur l'ambiance locale quand il y a des déplacements ou autres, que ça me semble un peu bizarre d'avoir recours à une tierce personne. Alors je voudrais aussi revenir sur un point, le fait que la sécurité présidentielle dépende à la fois du GSPR pour les déplacements du président de la République et du commandement militaire pour la sécurité du palais et des résidences présidentielles, a-t-il déjà dans le passé créé des conflits entre ces deux entités ? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de problématique de par le passé, en a-t-on trace? Je vous remercie de cette question, cher collègue. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. En général, une question très simple et courte. Vous avez dit tout à l'heure, à propos de l'organisation en cours d'une cellule de réservistes, j'en ai parlé à Monsieur Benalla. À quel titre, lui, en avez-vous parlé, compte tenu de ses missions qui ne comprenaient pas la sécurité telle que le chef de cabinet nous l'a expliqué tout à l'heure. Merci, cher collègue. Madame de La Gontrie. Merci, Président. Mon général, j'ai réagi vivement tout à l'heure lorsque vous avez indiqué concernant le port d'armes physique de M. Benalla que vous ne l'aviez pas constaté, peut-être une fois revenant d'une séance d'entraînement. Et j'ai indiqué que vous aviez dit l'inverse lors de votre audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée le 25 juillet dernier à 9h30 du matin, puisque vous avez indiqué, commençons par M. Benalla, je l'ai vu porter une arme, bien sûr, dans le cadre de certaines de ses missions, tout en précisant que cette arme n'était pas une arme du commandement militaire. Donc il n'est absolument pas dans mon état d'esprit de vous mettre en difficulté. Je souhaiterais donc que vous précisiez dans quelles circonstances M. Benalla portait une arme, puisque vous l'indiquez vous-même, c'était dans le cadre de certaines de ses missions, bien sûr, sachant que cette commission a un petit peu de mal à comprendre quelles étaient les missions réelles de M. Benalla et si oui ou non il était chargé de la sécurité du président de la République. Et enfin, Madame Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président. Général, vous exercez cette mission depuis mai 2012, donc vous avez une grande expérience. Vous nous avez dit que quelqu'un fasse l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, c'était quelque chose d'important. Est-ce qu'avant Monsieur Benalla, il y avait une personne qui exerçait cette forme de renseignement? Et d'autre part, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez Monsieur Benalla avant qu'il soit recruté par Monsieur Stroda? Bien, vous avez la parole, mon général. Donc je réponds dans l'ordre. Bon, je regrette que nous soyons encore dans le brouillard concernant les objectifs de la sécurité de la présidence. Non, moi je trouve que quand nous expliquons que nous travaillons sur l'amélioration du continuum de sécurité, on éclaircit quand même le débat. Maintenant, je crois qu'il y a une incompréhension. Je n'ai jamais dit que Benalla était le capteur qui nous permettait d'avoir de couvrir en renseignement l'interface, cette zone sensible entre l'intérieur et l'extérieur. M. Benalla s'insérait dans un ensemble de capteurs, un ensemble de remontées de renseignements que nous analysons en amont, en aval, et qui nous permettent, à moi et au général Lavergne, à prendre un certain nombre de décisions opérationnelles. Voilà. Donc, à partir de là, il n'y a pas vraiment d'incompréhension sur le sujet. Ah, mais... Attendez, mon général, ne vous laissez pas interrompre par les collègues indisciplinés. Le renseignement, je ne vais pas vous faire affront de renoncer les portes ouvertes, mais le renseignement repose sur une pluralité de capteurs et le renseignement repose sur la pluralité du renseignement. Il appartient après aux échelons qui doivent prendre des décisions de le traiter, puis de l'exploiter. C'est le cycle de traitement et d'exploitation du renseignement. On ne fait pas grand-chose avec un renseignement, on fait un peu mieux avec deux, et ainsi de suite. Règle d'affectation. J'ai répondu, monsieur le sénateur, à votre question. Ah non, ne donnez pas la parole. Ne donnez pas la parole à monsieur Colombin, je vous en supplie, mon général. Allez, continuez. Règle d'affectation du commandant militaire.
Oui, monsieur le sénateur, ces règles, bien sûr, existent. Elles sont plus qu'objectives, elles sont normées. Le commandement militaire a une compagnie du 1er régiment d'infanterie de la garde, la compagnie de sécurité de la présidence de la République, mis à sa disposition et à partir de laquelle il organise la sécurité de la présidence. Au sein de cette compagnie, certaines équipes ont des missions particulières qui nécessitent une sélection, un entraînement et des compétences particulières qui leur sont également données dans un cadre parfaitement normé, soit au sein de la garde républicaine, soit en interne au sein du commandement militaire. C'est donc des affectations qui se font sous le titre d'une mutation, d'un ordre de mutation. La durée est variable, comme est variable la durée de toute mutation dans les armées. Disons que la présidence de la République, pour certaines fonctions qui nécessitent tout de même une stratification de compétences importante, il peut y avoir des mutations plus longues que d'autres, parce qu'on travaille parfois sur des compétences rares. Voilà. Donc la troisième question avait trait à une éventuelle unicité du rôle d'Alexandre Benalla en tant que porteur du renseignement. Non, je répète, ça rejoint un peu la première question. Monsieur Benalla s'insérait dans la zone d'interface, la zone de coordination, comme a dit le chef de cabinet, entre le commandement militaire et le GSPR. Il s'insérait dans un univers du renseignement beaucoup plus vaste et il n'en était, lui, qu'une partie. Il n'y a jamais eu de conflit, enfin, tout du moins depuis 2012, entre le commandement militaire et le GSPR. Quand je suis arrivé en 2012, le GSPR était commandé par la contrôleur général Sofiat, et après le général Lavergne a pris sa succession. Il ne peut pas y avoir de conflit entre le GSPR et le commandement militaire. Sinon, c'est les légions romaines de l'époque consulaire avec un consul qui changeait tous les jours. Et ça se termine par la bataille de Cannes. Non. Il ne peut pas y avoir de conflit entre les deux forces qui doivent concourir à la sécurité du président. Tout est assujetti à l'objectif suprême de sécuriser le président de la République. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas place pour l'ego, il n'y a pas place pour les ambitions, encore moins pour les ambitieux. Il n'y a de la place que pour le service suprême de la sécurité du président de la République. Et en dehors de ça, il n'existe pas grand-chose. Alors qu'il y ait parfois des prises de bec, des divergences d'opinion, évidemment, heureusement, ça aussi, cela produit, ça a des effets vertueux d'échanger parfois des points de vue contradictoires, mais des conflits, ça ne peut pas exister. Oui, alors, Monsieur Kras, j'ai discuté, non, c'était une discussion à bâton rompu, pour répondre à Monsieur le sénateur, avec Alexandre Benalla, sur un sujet ou sur un autre qui avait trait nécessairement à la sécurité. Et sa suggestion, la présentation de ce profil a été faite par Alexandre Benalla en pure opportunité. Alors, Madame, sur les circonstances du port d'armes d'Alexandre Benalla, oui, j'ai vu Alexandre Benalla porter une arme. Bien sûr, je ne renie pas ce que j'ai dit aux auditions. Ce qui me revient, c'est que je l'ai vu également porter son arme au retour d'une séance de tir. Parce que ce jour-là, il me l'avait montré plus physiquement, si je puis dire. N'est-ce pas? Voilà.
Alors, est-ce qu'il existait une interface avant Alexandre? Oui, comme je vous l'ai dit, Alexandre Benalla est un élément qui est venu s'intégrer dans tous les capteurs que nous avons en amont et en aval d'une mission extérieure du président de la République. Avant, il y a toujours eu, il y a tous les services qui concourent à la sécurité, la préfecture de police, la DGSI et d'autres. Et le GSPR, évidemment, a ses chefs de mission ou même à ses officiers de liaison qui nous permettent de remplir qui permettaient de remplir cette fonction avant l'arrivée d'Alexandre Benalla. Disons qu'Alexandre Benalla, lui, il était un peu plus sanctuarisé dans ce rôle-là et il le faisait de manière un peu plus systématique. Je crois avoir éclusé... Ah, pardon madame, je vous ai oublié. Un instant, la parole à Marie Mercier, et puis nous allons mettre un terme à cette audition. Pardon, monsieur le Président, vous ne m'avez pas répondu sur le fait. Le connaissiez-vous avant? Ah non, pas du tout madame, non, non. Vous ne l'aviez jamais vu jamais. Avant mai 2017? Jamais. Très bien. Voilà pour cette audition du commandant militaire de la présidence de la République, le général Éric Biofarina. Et le général s'est contredit lors de cette audition sur la question du port d'armes d'Alexandre Benalla. Éric Biofarina a d'abord affirmé qu'il n'avait vu qu'une seule fois ce chargé de mission porter une arme à l'intérieur de l'Élysée, mais jamais à l'extérieur. Et puis il est revenu sur ses propos un quart d'heure plus tard, en assurant que oui, Alexandre Benalla pouvait porter une arme dans l'exercice de ses fonctions. Autre audition menée par la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, celle de Maxence Crezat, commissaire de police à la direction de l'ordre public de la préfecture de police de Paris. Dans cette affaire, Maxence Crezat est mis en examen pour avoir transmis la vidéo des faits du 1er mai à l'Élysée. Mais la commission d'enquête, qui n'est pas un tribunal, s'est surtout intéressée au statut d'observateur des forces de police qu'occupait Alexandre Benalla lors des violences du 1er mai. L'audition de Maxence Crezat, c'est tout de suite. Je suis entré à l'École nationale supérieure de la police, l'ENSP, en septembre 2011. Après 2 ans d'école, j'ai été titularisé à Nantes en 2013, commissaire de police. Puis j'ai rejoint la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, le 3 janvier 2016. Comme tous les commissaires de police de la DOPC, j'ai 2 casquettes. Une casquette d'autorité civile et une casquette de chef de service. Au titre de mes casquettes de chef de service, j'ai autorité sur un certain nombre d'unités de l'état-major, de la direction de l'ordre public et de la circulation, dont la cellule Synapse. Cette cellule est chargée de produire des analyses tactiques, techniques et juridiques sur toute problématique d'ordre public, à partir des images et des informations disponibles sur un événement. Cette cellule Synapse est également chargée de la veille en temps réel sur les réseaux sociaux, ainsi que ce qu'on appelle les rétex, c'est-à-dire les débriefings opérationnels. Au titre de ma casquette d'autorité civile, je participe à l'encadrement, à la sécurisation et à la gestion de l'ordre public des manifestations festives, sportives, revendicatives et des déplacements du président de la République dans l'agglomération parisienne. Dans le jargon, nous appelons ça le MOSOVO, mot pour maintien de l'ordre, VO pour voyage officiel, SO pour service d'ordre. Les déplacements du président de la République constituent moins de 15% de mon activité en ordre public. C'est donc une activité résiduelle. Très concrètement, en tant qu'autorité civile sur ces services présidentiels, j'exécute une note de service et les instructions de ma salle de commandement en mettant en musique un certain nombre de mesures de police prévues. Ça peut être par exemple la neutralisation d'un trottoir à la circulation pédestre lors d'un déplacement du président de la République. Ça peut être la mise en place de points de préfiltrage à proximité d'un bâtiment quand ce bâtiment est visité par le président de la République. Je ne conçois pas le service d'ordre que j'exécute. Je me borne uniquement à l'exécuter. L'échelon de conception du service d'ordre du déplacement du président de la République relève d'un échelon supérieur au mien, un échelon d'un commissaire divisionnaire, voire d'un contrôleur général à la DOPC. Dans le cadre de ces déplacements du président de la République, je peux avoir des contacts sur le terrain
avec les services de l'Élysée, comme la chefferie du cabinet, le GSPR, voire le commandement militaire. Hors la question du 1er mai 2018, j'ai ainsi rencontré l'ancien adjoint au chef de cabinet du président de la République, M. Benalla Alexandre, une dizaine de fois, dans le cadre de dispositifs prévus par note de service. Ces services n'ont pas soulevé de difficultés particulières. Pour moi, autorité civile à la direction de l'ordre public et de la circulation, M. Benalla était l'adjoint au chef du cabinet du président de la République. Il était en charge de l'organisation et de la coordination des services sur les déplacements du président, sur plusieurs aspects comme la sécurité générale ou le protocole. En tant que chef adjoint de cabinet, M. Benalla exprimait les souhaits et les demandes de la présidence de la République. Je vous précise que je n'entretiens que des relations professionnelles avec M. Benalla. Je ne l'ai jamais vu en dehors d'un dispositif de service d'ordre prévu par note de service. Je vous vois, M. Benalla, je l'appelle M. Benalla. Ce dernier m'appelle commissaire et me vous voit. Je n'ai pas le numéro de téléphone de M. Benalla et je n'ai aucune relation de copinage ou d'amitié avec M. Benalla. Je n'entretiens avec lui que des relations strictement professionnelles dans le cadre de services d'ordre prévus par une note de service. Je vais maintenant être à votre disposition, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, pour répondre à vos questions. Je vous précise simplement, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, et je vous en remercie, que je ne pourrai pas répondre aux questions portant sur les faits du 18 et du 18 juillet, faits pour lesquels je suis mis en examen dans cette affaire. Je vous dirai simplement que dans cette affaire, j'estime n'avoir commis aucune faute de nature pénale. J'estime n'avoir commis aucune faute de nature pénale. Et je me considère comme un fonctionnaire de police loyal et honnête et intègre. Et je vous remercie, Monsieur le Commissaire, de cet exposé très clair. Et je donne tout de suite la parole, je crois, à Madame Jourdan, notre rapporteure, qui souhaite vous poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, vous nous avez indiqué avoir rencontré Monsieur Benalla une dizaine de fois. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était pour l'événement du 1er mai ou si c'était en tout dans vos relations. Vous allez nous préciser si vous voulez bien. Et qu'il avait un rôle de coordination de la sécurité et du protocole. Clairement, puisque vous étiez sur le terrain, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste précisément? Parce que nous n'arrivons pas à avoir des explications assez précises sur la réalité de la fonction de M. Benalla. Donc, je vais préciser mon propos. J'ai rencontré M. Benalla une dizaine de fois sur des services d'ordre du déplacement de la présidence de la République. Hors question du 1er mai. Je vous propose qu'on découpe pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Il y a l'effet du 1er mai et puis il y a l'effet des relations professionnelles que je peux voir M. Benalla. Comme ça, il n'y a pas de difficulté. Quand je parle sans spécificité particulière, il s'agit des déplacements du président de la République une dizaine de fois, comme tous les autres fonctionnaires de police et les autres autorités civiles de la DOPC. On a 15 autorités civiles à la DOPC, il y a un tableau de permanence qui est mis en œuvre et tous les jours, il y a un commissaire de police qui est présent quand il y a un déplacement du président de la République. C'est moi, mais c'est également les 14 autres commissaires de police. C'est dans ces cadres-là que je le vois. La deuxième question sur le périmètre de compétences de M. Benalla. Alors moi, je vous donnerai uniquement la vision qui est la mienne, qui est la vision d'autorité civile de la préfecture de police de Paris. M. Benalla avait la charge, comme les autres membres de la chefferie de cabinet, d'être sur place lors d'un déplacement du président de la République et d'organiser et de faire la coordination entre tous les services qui interviennent. Et il y a différents services qui interviennent lors d'un déplacement du président de la République qui relèvent de différentes autorités. Donc il faut pour ça quelqu'un qui fasse la coordination. C'était parfois M. Benalla. J'ai également exécuté des déplacements du président de la République où c'était M. Loche, que vous avez entendu ce matin, qui occupait ce rôle-là. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce rôle-là, c'est un rôle qui,
pour moi, autorité civile, concerne essentiellement en matière de coordination la sécurité générale et le protocole. Pourquoi ? Puisque moi, autorité civile de la direction de l'ordre public et de la circulation, je traite des questions de sécurité générale, d'ordre public et de protocole. Donc je vous ai donné quelques exemples, c'est que pour vous matérialiser bien de quoi on parle, on peut avoir une demande de déplacer un carré de journaliste. Le carré de journaliste est sur le trottoir pair d'un bâtiment que va visiter le président de la République. On nous dit ça serait mieux de mettre ce carré-là sur le trottoir pair. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est une demande de la chefferie de cabinet, ça peut être adressé par M. Benalla, ça peut être demandé par M. Loche. Moi, je vais faire remonter ces informations-là à ma salle de commandement. Je vais donner un avis technicien en disant oui, on peut faire ou oui, on ne peut pas faire. Ma salle d'information de commandement fait valider la commande. Elle retombe en me disant M. Creusat, j'ai un indicatif radio, vous pouvez procéder au déplacement du carré de journaliste et le mettre du trottoir pair au trottoir impair. Ça concerne donc des mesures qui sont sur la voie publique, puisque la DOPC est compétente sur la voie publique. Je peux vous donner d'autres exemples, comme la mise en place de points de préfiltrage. Ça peut être également sur un déplacement du président de la République. Si vous avez de nombreuses voitures qui sont garées devant le bâtiment et qu'il faut faire ce qu'on appelle une réserve de stationnement, il faut que le président de la République puisse garer son cortège à proximité immédiate du bâtiment. Donc on peut nous demander de procéder à l'enlèvement de véhicules ou au déplacement de véhicules pour que le cortège du président de la République puisse se garer. On peut nous demander, par exemple, s'il y a trop de badauds à la sortie d'un bâtiment qui est visité par le président de la République, de ventiler les badauds et de leur demander de ne pas rester sur site. Ce sont donc des mesures d'ordre public qui sont prises, qui sont exécutées par la DOPC. C'est la chefferie de cabinet qui va faire la demande, puisque ça concerne la sécurité du président de la République, mais comme c'est à Paris et que c'est sur la voie publique, c'est la DOPC qui va exécuter la mesure. Donc j'ai entendu beaucoup de choses, notamment on nous a parlé d'instructions. Pour moi, ce ne sont pas des instructions. Moi, autorité civile, mon autorité à la préfecture de police, c'est le préfet de police. Par contre, la chefferie de cabinet, et donc M. Benalla ou M. Loche représentent une autorité, c'est l'autorité de l'Élysée. La direction de l'ordre public et de la circulation est prestataire de services en matière d'ordre public sur un déplacement du président de la République. On nous demande donc, et c'est bien normal, une mesure de police sur la voie publique. La DOPC voit si elle peut mettre cette mesure en œuvre. J'espère avoir été extrêmement clair, je vais donner des exemples concrets. On est sur la voie publique, on est sur des mesures de police qui traitent de l'ordre public. Il y a des demandes qui sont exprimées, elles ne sont pas exprimées par monsieur un tel ou monsieur un tel, elles sont exprimées par la chefferie de cabinet pour que le déplacement du président de la République se déroule de la meilleure façon. Nous, après, moi ou une autre autorité civile, je fais remonter cette demande-là. Je donne un avis technique pour savoir si on peut réaliser ça. Puis il y a validation ou pas validation par un échelon hiérarchique supérieur au mien au niveau de la DOPC. Puis l'instruction retombe en disant « Monsieur Creusat, vous pouvez mettre en œuvre cette mesure de police ou on ne souhaite pas que vous la mettiez en œuvre ». Merci. La Commission apprécie que vous soyez concret pour se rendre bien compte des choses. Madame Jourda. Oui, une dernière question. Monsieur Creusat, il a été indiqué, notamment par les syndicats de police, que Monsieur Benalla pouvait ne pas avoir de très bonnes relations parfois avec les policiers, en des termes un peu plus d'ailleurs forts que ceux que j'exprime. Avez-vous eu connaissance de relations difficiles et pour quel motif l'aurait-elle été ? Alors là aussi, je vais être extrêmement clair. Aucun fonctionnaire de la direction de l'ordre public et de la circulation qui était sous mes ordres sur la dizaine de déplacements du président de la République que j'ai pu exercer, où M. Benalla est également présent, ne m'a fait remonter une difficulté quelconque. Je ne parlerai pas après au nom des syndicats, je ne pourrai pas vous parler des autres déplacements qu'il a pu faire ailleurs en province, mais en tout cas sur la dizaine de services d'ordre où j'étais présent comme autorité civile, aucun fonctionnaire de la DOPC n'est venu me voir en me disant « Commissaire, j'ai une difficulté ». Merci de votre réponse. Monsieur Jean-Pierre Sueur est également rapporteur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, j'apprécie aussi, comme notre Président, le caractère direct de votre propos liminaire. Et donc, comme nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup d'efforts rhétoriques pour nous expliquer
que d'un côté, il y avait un organisateur de voyage qui n'exerçait pas de mission relative à la sécurité et la police. Je voulais vous demander très clairement, vous êtes sous serment, des précisions à cet égard. Je voulais vous dire, je vais poser des questions. Première question, d'après votre connaissance, est-il exact que M. Benalla avait accès à tous les télégrammes, notes de service et notes confidentielles de la préfecture de police? Deuxièmement, avez-vous été témoin ou n'avez-vous pas été témoin de circonstances dans lesquelles M. Benalla donnait des instructions directement à des personnels relevant de la police ou de la gendarmerie? Voilà déjà deux premières questions. Monsieur Creusa, vous avez la parole. Monsieur le co-rapporteur, je suis un peu embêté par la première question. Pourquoi? Puisque la phrase que vous citez, figurez-vous que je la connais, puisque c'est une phrase qui est sortie de ma bouche, en garde à vue. Donc cette phrase-là, c'est une fuite de mes déclarations en garde à vue dans la presse. Et je l'ai dit, je ne commenterai pas les propos que j'ai moi-même tenus. Si je commence à commenter le propos que j'ai moi-même tenu, qui est un commentaire du propos que j'ai moi-même tenu il y a 3 jours, on ne s'en sortira pas. Donc ce que je pourrais vous dire par contre, c'est que M. Benalla, et c'est normal puisqu'il travaille à la chefferie de cabinet, qu'il est adjoint au chef de cabinet. Sur un déplacement du président de la République, il y a un télégramme de la direction de l'ordre public et de la circulation. Il y a des plans qui sont parfois des plans complexes, qui sont des plans importants, puisqu'il y a des mesures en termes de circulation. On peut prendre des mesures sur des fermetures de stations de métropolitains. On peut équiper des points hauts. Donc ce sont des informations qui sont stratégiques pour le déplacement du président de la République. Ces informations-là, qui sont dans un télégramme de service et qui sont dans une cartographie, il est normal que les services de la présidence y aient accès. Nous travaillons sur le même service. Imaginez-vous que la DOPC ne partage pas ces informations avec la chefferie de cabinet qui est chargée de donner le rythme du déplacement du président de la République. Donc c'est normal que M. Benalla, sur les déplacements du président de la République, au cours desquels il exerçait la fonction d'adjoint au chef de cabinet du président de la République, soit destinataire des télégrammes de ses services d'ordre. Ça, c'est pour la première question, monsieur le co-rapporteur. Pour la deuxième question, est-ce que j'ai été témoin d'instructions données directement entre M. Benalla et des fonctionnaires sur les déplacements du président de la République? Quand je suis présent en tant qu'autorité civile sur un déplacement du président de la République, je suis commissaire de police, donc sauf s'il y a un autre commissaire de police qui est également présent et qui est d'un niveau hiérarchique supérieur, je représente la DOPC. Et donc j'ai en charge les fonctionnaires de police de la DOPC. Donc si je suis présent, et qu'il y a une demande de la chefferie de cabinet, elle est passée à un fonctionnaire, ce fonctionnaire-là me l'a fait remonter. Moi, je n'ai pas été témoin. Je n'ai pas été témoin sur la dizaine de services d'ordre du président de la République que j'ai réalisé et où M. Benalla était présent en tant qu'adjoint au chef de cabinet. Je n'ai pas été témoin d'instructions passées directement entre M. Benalla et un personnel. Mais il faut également le dire. Parfois, les déplacements du président de la République peuvent être un petit peu sensibles. On peut avoir des troubles à l'ordre public, on peut avoir des gens qui sont là pour manifester leur désaccord par rapport au président de la République. Donc parfois, la différence entre une instruction et une demande, ça peut être le ton qui est employé dans la voix. Personne là-dessus, enfin tout le monde là-dessus en est d'accord. Quand il y a une situation stressante, quand on a une situation qui est un petit peu difficile, on peut un petit peu avoir des propos un petit peu directs. Je vous le redis, mon autorité à la préfecture de police, c'est le préfet de police de Paris. Monsieur Benalla ou Monsieur Loche, en tant qu'adjoint ou en tant que chef du cabinet du président de la République, représentent une autorité. Et donc quand ils expriment une demande, on se met en mesure d'exécuter cette demande selon le schéma que je vous ai précisé, c'est-à-dire je fais remonter cette demande à la salle d'information et de commandement, puis cette demande est validée et redescend. Voilà, j'espère avoir été extrêmement clair sur les instructions directes, sur la question des instructions directes. Oui, merci beaucoup, monsieur le commissaire. J'aurai encore deux questions. Premièrement, s'agissant des événements du 1er mai, je voulais vous demander à quel moment précis vous en avez eu connaissance. Et deuxièmement, comment s'explique, à votre avis,
le fait que ces événements s'étant déroulés dans cette journée, en présence de fonctionnaires de police et de CRS, il n'y ait eu aucun compte-rendu de fait, ni au préfet de police, ni au ministre de l'Intérieur, qui nous ont dit l'un et l'autre avoir été informés le lendemain par l'intermédiaire de l'Élysée. Monsieur le co-rapporteur, donc nous ouvrons ici les questions sur le 1er mai. Ce que je vais faire, j'en suis désolé, ça va être un petit peu long, mais je vais vous retracer la chronologie du 1er mai pour qu'on soit bien d'accord. Puisque quand vous me posez une question en me disant « Est-ce que l'événement du 1er mai a fait l'objet d'un compte-rendu ?» Moi, l'événement du 1er mai, je vais vous le dire très directement, le 1er mai au soir, l'événement du 1er mai, pour moi, c'est pas M. Benalla, hein, très clairement. Le 1er mai au soir, pour moi, l'événement de la journée, c'est que j'ai passé 10 heures à faire de l'ordre public sur le terrain, que j'ai réalisé avec 2 autres commissaires de police, 3 compagnies républicaines de sécurité et 2 engins à lanceurs d'eau, une poussée de 1200 Black Blocs, individus cagoulés, gantés, porteurs de cocktails Molotov. J'ai récupéré 6 cocktails Molotov que j'ai pris en photo, par ailleurs, qui sont parus dans la presse. Et que pendant 2 heures sur le boulevard de l'Hôpital, de 15h à 17h, on a manœuvré en faisant usage de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement et d'engins lanceurs d'eau, dans une atmosphère qui était extrêmement dégradée. Et la question pour moi n'était pas de savoir où était M. Benalla. La question pour moi était de savoir comment on manœuvre, comment on essaye de ne pas trop avoir de blessés dans les rangs des forces de l'ordre et dans les rangs de la CRS qui est à mes côtés, la CRS 15 de Béthune qui est une excellente CRS, et comment on faisait pour intervenir le plus rapidement sur le McDonald's qui était gravement pris réparti. Ça, c'est mon business du 1er mai. C'est ça, pour moi, l'événement important du 1er mai. Le deuxième événement important du 1er mai, vous savez ce que c'est, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la place de la Contrescarpe. Mais ce n'est pas l'interpellation des 2 personnes qui venaient manger des crêpes, nous dit-on, place de la Contrescarpe. Pour moi, c'était un rassemblement de 80 à 100 personnes dont les services de renseignement nous avaient dit qu'ils avaient participé de manière très directe et très volontaire aux dégradations importantes et aux déprédations sur le boulevard de l'Hôpital. Les services de renseignement, et c'est assez rare pour le souligner, c'est passé sur les ondes de la DOPC. Ces ondes-là sont enregistrées, donc vous pourrez retrouver cette information-là. On nous a dit texto, les services de renseignement nous font savoir que le bon public en jargon police, ça veut dire les individus autonomes de la mouvance contestataire radicale, sont présents sur la place de la Contrescarpe. Et très clairement, ils n'étaient pas là pour faire un pique-nique. Donc moi, ma deuxième priorité de la journée du 1er mai, c'était d'éviter qu'il y ait un cortège sauvage à travers le quartier latin. Si 80 ou 100 individus étaient partis de la place de la Contrescarpe en cortège sauvage, je vous assure qu'ils auraient ravagé le quartier latin, comme ils le font habituellement dans d'autres quartiers, quand ils parlent de Ménilmontant, quand ils parlent de ces secteurs-là de l'agglomération parisienne. Ils nous auraient commis de très nombreuses dégradations. Moi, les instructions qui étaient les miennes, je prends des instructions très précises de la salle d'information et de commandement, c'était de 1. Protéger le quartier latin, 2. Éviter un départ en cortège sauvage de ces individus-là, et 3. Intervenir très rapidement sur les barricades qui pouvaient être montées. Ce que j'ai fait, puisque sur la journée du 1er mai, j'ai été libéré à 23h du quartier latin, et de 20h à 23h, je suis intervenu, il y a beaucoup de vidéos qui témoignent de ça, avec la CRS 15 sur un certain nombre de barricades dans les rues Pot de Fer, Laumont, Clotilde ou Tournefort. Voilà, pour moi, les 2 événements importants, le 1er mai à la fin de la journée. Bien évidemment, le 2 mai, il y a un autre événement qui devient également important, qui est la fameuse vidéo. D'accord. J'ai une dernière question, mais avec l'autorisation du président, je voulais profiter de cette intervention que vous venez de faire pour vous dire que si nous sommes extrêmement attachés à notre mission, qui est de trouver la vérité et de mettre à jour tous les dysfonctionnements, nous sommes aussi extrêmement respectueux du travail considérable qu'assument dans les circonstances que vous avez dites les forces de police. Et je vous assure que le fait de faire une commission d'enquête n'enlève rien, je pense, Monsieur le Président, au fait que nous savons combien, dans des conditions très difficiles, ces fonctionnaires
sont d'un grand dévouement au service de la République. Je termine par ma dernière question. S'agissant des rapports entre M. Benalla et le GSPR, à votre connaissance, y avait-il des dysfonctionnements? Y avait-il de la part de M. Benalla une emprise d'une manière ou d'une autre sur le GSPR, ou se contentait-il de participer à l'un des multiples groupes de travail qui réfléchissaient à des questions prospectives? Et lorsqu'il a dit, M. Benalla, dans la presse, qu'il y avait une opposition, je dis bien une opposition, entre les projets auxquels il semblait tenir et le ministère de l'Intérieur, que pensez-vous de cette déclaration? Monsieur le co-rapporteur, je suis là un petit peu embêté, si vous me permettez l'expression. Le but est naturellement de vous poser des questions compliquées, je sais bien. Moi, je ne peux pas répondre pour les autres ministères, les autres unités de police. Je suis commissaire de police à la direction de l'ordre public et de la circulation. Donc je peux vous parler de mon métier, je peux vous parler de ce que je fais en ordre public, je ne vais pas pouvoir vous parler, et d'ailleurs je n'ai pas à juger de la pertinence de l'organisation du GSPR ou d'une autre unité de l'Élysée. Je ne travaille pas là-bas et je n'en ai pas le niveau hiérarchique. Mais vous n'avez pas été témoin. Et je peux même... Vous n'avez pas été témoin de fait à cet égard. Je peux même préciser, pour vous donner vraiment le sentiment que je ne me dérobe pas à la question, monsieur le co-rapporteur, je serais bien en peine de vous donner une expertise sur la question que vous me posez, puisque je ne suis pas, moi, en tant qu'autorité civile et commissaire de police, je ne suis pas dans la bulle de protection du GSPR. Je ne le suis pas. Je suis à côté de la bulle. C'est normal, je m'occupe des mesures de police, de sécurité publique. Mon réseau radio, je ne capte pas le réseau radio du GSPR. Je ne sais pas ce que les gens du GSPR se disent entre eux. Moi, j'ai un réseau radio qui est le mien, enfin qui est celui de la DOPC. C'est un réseau dirigé qui est relié à la salle de commandement de la DOPC de la préfecture de police. Donc je ne sais pas en temps réel ce que se disent les gens du GSPR. Mais c'est bien normal d'ailleurs, parce que ce n'est pas mon sujet. Et troisième question, je ne connais pas le protocole d'intervention du GSPR, puisque, et c'est bien normal, c'est un protocole qui est secret, et seuls les gens qui appartiennent au GSPR le connaissent. Donc pour ces trois raisons-là, monsieur le co-rapporteur, je ne peux pas répondre honnêtement à votre question, car je n'en ai pas l'expertise. Je vous remercie, monsieur Creusa. Monsieur le rapporteur, vous aviez terminé avec vos questions. J'ai trois questions. D'abord celle de monsieur Grosdidier. Monsieur Grosdidier. En complément, effectivement, des questions posées par notre co-rapporteur Jean-Pierre Sueur, on va dire, même si ça ne relève pas de responsabilité, commissaire, mais vous en avez été le témoin, vous nous avez dit que M. Loche, comme M. Benalla, indifféremment, pouvait accompagner le président de la République, mais on a quand même, lorsqu'on voit toutes les images, on a plus que la conviction, les experts disent avoir la certitude que M. Benalla occupe bien dans le dispositif une place, je veux dire, d'un agent de sécurité, se comporte comme un responsable de la sécurité, et pas simplement comme l'organisateur du voyage ou du protocole. Alors, est-ce que vous pouvez nous réaffirmer sous serment, effectivement, que M. Benalla n'entrait jamais dans le dispositif de sécurité lorsqu'il se déplaçait dans Paris? Monsieur Creusa. Oui, monsieur le sénateur, c'est exactement la réponse que je viens de dire. Je n'ai pas l'expertise pour juger si M. Benalla faisait de la sécurité rapprochée ou non. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais ce n'est pas mon métier. Quand vous installez une piscine, vous demandez à ce que ce soit quelqu'un qui est spécialisé dans la station de piscine qui vous l'installe. Vous n'appelez pas un plombier. Moi, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Je suis policier, mais je fais de l'ordre public au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation. Bon,
mon cher collègue, c'est la réponse de M. Creusa. Et il n'est pas spécialiste de la protection rapprochée, donc il ne portera pas d'appréciation sur ce point. Alors, maintenant, M. Creusa, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, comme je vous l'ai dit, je donne quand même 3 arguments qui montrent que quand je suis sur un déplacement du président de la République, je ne fais pas de sécurité rapprochée. Je ne suis pas dans la bulle de Protec, je n'ai pas accès aux ondes du GSPR et je ne connais pas le protocole du GSPR. Je vous remercie. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, il me semble que vous avez dit, je vous cite, que Monsieur Benalla représentait Macron pour toutes les questions de sécurité. C'est ce que j'ai lu. Non, je n'ai pas fini. Ce sont vos mots. Le secrétaire général de l'Élysée a, lui, affirmé que la sécurité du président de la République était toujours assurée par le commandement militaire et le GSPR, et qu'Alexandre Benalla n'avait pas de responsabilité les concernant, assurant que la présidence, n'est-ce pas, n'employait pas de vigile privé pour assurer la sécurité du chef de l'État. Alors, comment expliquez-vous cet écart entre votre version, si c'est la vôtre, et celle de l'Élysée? Puis j'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez été témoin des interpellations déjà dans le jardin des plantes? C'est important parce que si vous y étiez, n'est-ce pas, avez-vous vérifié si M. Benalla avait le statut d'observateur? Ben oui. Attendez, et ne s'est-il pas inquiété que vous ne vous êtes pas... Enfin, je ne comprends pas pourquoi vous ne vous êtes pas inquiété que M. Kras n'avait, lui, aucune raison d'être là. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu et laissé M. Kras et Benalla procéder à des interpellations? Peut-être que ce n'est pas votre métier non plus. Non, mais Madame Benbassa, je vous remercie de votre question en plusieurs branches. M. Creusa nous a indiqué tout à l'heure, et je crois qu'il faut admettre cette réponse, qu'il ne souhaitait pas commenter des déclarations qui sont mises entre guillemets dans la presse et qui proviennent ou proviendraient de la garde à vue à laquelle il a été soumis. Donc cette partie de la question, je crois qu'il ne faut pas insister et que M. Creusa a parfaitement le droit de nous opposer cet argument. Quant aux manifestations du 1er mai, si les faits reprochés à M. Benalla ne sont pas des faits qui sont reprochés à M. Creusa et donc il n'est nullement visé par ces éléments, je crois qu'il faut s'en tenir aux conditions générales de l'organisation, de la présence de M. Benalla comme observateur et de l'éventuelle présence, puisque avec le statut d'observateur aussi de M. Kras, l'avait-il ou non? Ça, par contre, c'est ce qui s'est passé avant, et ça nous intéresse de savoir comment s'est nouée, au fond, cette participation des deux hommes au déroulement de cette opération dont vous avez rappelé toute la complexité de maintien de l'ordre du 1er mai en qualité d'observateur. On s'en tient là, si vous le voulez bien. On s'en tient là. La sénatrice, je vais rebondir quand même sur votre première question, si vous me le permettez. Vous avez, si je peux me permettre, mélangé des bribes de propos passés dans la presse avec ce que j'ai dit en propos préliminaires. Je vais juste répéter ce que j'ai dit en propos liminaire pour qu'il n'y ait aucune difficulté de compréhension. Je vais vous répéter stricto sensu le paragraphe. Pour moi, autorité civile à la direction de l'ordre public et de la circulation. M. Benalla était l'adjoint au chef du cabinet du président de la République. Il était en charge de l'organisation et de la coordination des services sur les déplacements du président de la République sur plusieurs aspects comme la sécurité générale et le protocole. Il faut prendre la phrase dans sa globalité. C'est organisation et coordination des services en matière de sécurité générale. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas de la sécurité générale, pas que lui. Il coordonne les services qui font de la sécurité générale. Voilà, ça c'est pour répondre très clairement qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant aux propos et à l'image que je me fais de la mission de M. Benalla. Première question. Seconde question, la question des interpellés du Jardin des Plantes.
je ne suis pas rentré, Madame la sénatrice, dans le Jardin des Plantes. Je suis resté au portillon du Jardin des Plantes. Un autre commissaire de police ainsi qu'une compagnie républicaine de sécurité sont rentrés sur instruction au sein du Jardin des Plantes pour réaliser un certain nombre d'interpellations, puisqu'il était prouvé, et je l'ai vu de mes propres yeux, qu'un certain nombre d'individus cagoulés, gantés, armés, qui avaient participé aux dégradations du boulevard de l'Hôpital, avaient pu bénéficier d'une complicité, ouvrir le portail du Jardin des Plantes et fuir à l'intérieur. Moi, je ne suis pas rentré dans le Jardin des Plantes, j'ai uniquement vu la fuite de 200 individus appartenant au Black Bloc partir vers le Jardin des Plantes. Voilà. C'est très clair là-dessus, c'est extrêmement clair. Et d'ailleurs, toutes nos ondes sont enregistrées, nos ondes radio, hein, et tout ça a été passé sur les ondes radio. Je me suis arrêté, si vous connaissez un petit peu le secteur, hein, devant le McDonald's. Ça, c'est pour la seconde question. La troisième question, la question des observateurs. Donc je traiterai, sauf si vous souhaitez qu'on fasse différemment, mais je traiterai que de la question des observateurs du 1er mai, peut-être. Hein, ça vous suffira. Moi, j'ai appris le 1er mai, excusez-moi. J'ai appris le 1er mai à 9h lors de ma prise de service à l'île de la Cité que M. Benalla serait présent comme observateur sur le dispositif de manifestation revendicative du 1er mai. Je l'ai appris de la bouche du numéro 3 de la DOPC, c'est un contrôleur général. Pourquoi est-ce que je l'ai appris? Je l'ai appris puisque ce contrôleur général a son bureau à côté du mien, et qu'il se trouve que le major de police, qui était le tuteur de M. Benalla le 1er mai, a son bureau en face. Donc au café, comme quand vous venez au travail tous les jours, au café, ce contrôleur général-là m'a dit, en discutant également avec le major de police qui était présent, que M. Benalla serait présent en tant qu'observateur. Il n'y avait aucune question ou problématique soulevée à ce moment-là, puisque nous accueillons très souvent des observateurs. Moi-même, je suis souvent désigné comme étant tuteur quand des observateurs viennent voir des services d'ordre à la DOPC. Je l'ai fait sur les 4 derniers mois avec un journaliste d'M6, par exemple, hein, d'enquête exclusive de moi. Je l'ai fait avec un membre du cabinet du préfet de police. Il se trouve que là, le 1er mai, je n'étais pas désigné comme étant le tuteur de M. Benalla, puisque c'était le major de police. J'ai eu cette information simplement parce que nous partageons nos 2 bureaux, nos 3 bureaux sont voisins. J'ai eu cette information dans ce cadre-là. Par la suite, sur la question de M. Kras, moi je n'avais jamais vu M. Kras avant le 1er mai, je ne l'identifiais pas, et d'ailleurs j'ai appris son identité, hein, M. Kras, ainsi que son statut, de mémoire le 19 juillet, lors du point presse de M. Bruno Roger Petit. Je l'ai appris à ce moment-là. Hein. Vous avez terminé, M. Creusa? Oui, je crois avoir répondu aux 3 questions. Alors, j'ai d'autres questions, mais Madame le rapporteur souhaite en poser une aussi. Oui, merci Monsieur le Président. Une question précisément sur le statut des observateurs d'ordre général. Nous avons beaucoup discuté sur l'équipement qui est fourni aux observateurs. En tant que tuteur, est-ce vous qui décidez de cet équipement, et pouvez-vous nous dire en quoi il consiste, puisqu'en tant que tuteur, vous devez le constater physiquement? Avant de répondre à votre question, Madame le co-rapporteur, je vais également vous préciser la procédure, hein, qui m'amène à être désigné comme tuteur lorsqu'un observateur vient voir un service d'ordre à la DOPC. La demande est faite au cabinet du préfet de police. Le cabinet du préfet de police rebascule la demande validée ou non validée au DOPC. Le DOPC rebascule cette demande au chef d'état-major, qui est mon supérieur hiérarchique direct, et le chef d'état-major désigne moi-même ou un des 14 autres commissaires de police de la direction pour être le tuteur. C'est comme ça que ça se passe. La DOPC est une maison extrêmement hiérarchisée, nous exerçons en tenue, et la circulation de l'information opérationnelle est extrêmement codifiée. Une fois que j'ai, entre guillemets, le sésame, on me dit « Monsieur Creusa, vous allez accueillir un observateur à telle date, pour telle manifestation. J'ai en général également le statut de cet observateur et ce qu'il peut voir.
On va dire que le journaliste d'M6 qui vient pour avoir des images un petit peu, on va dire, spectaculaires de l'ordre public pour un reportage télé n'aura pas forcément le même besoin, les mêmes demandes en tant qu'observateur que quelqu'un du défenseur des droits. Donc je prends également en compte cette information-là et des instructions du cabinet du préfet de police accompagnent en général le statut de l'observateur. Ça, c'est pour le cheminement, que ça soit bien clair. Je ne décide pas moi-même d'être tuteur et de prendre quelqu'un. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Sur la deuxième question, la question de l'équipement. Effectivement, il est courant, voire même permanent, mais en tout cas je le fais à chaque fois, quand j'ai un observateur avec moi, je lui donne un casque de maintien de l'ordre. Un casque de maintien de l'ordre, pour que ce dernier puisse se protéger. On a assez souvent, moi j'exerce en tenue d'uniforme, si vous voulez, à la tête, en tant qu'autorité civile, à la tête de fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmes mobiles. J'ai ce qu'on appelle une combinaison tactique avec un certain nombre de protections. On prend assez souvent des projectiles, même sur des manifestations de moyenne intensité. Ça peut être juste une bouteille de bière jetée, si vous voulez. Donc il faut que l'observateur puisse être protégé. Un casque, première chose. J'anticipe les deux autres questions qui vont être le brassard police et l'acropole. Puisque vous ne me la posez pas, mais je vais vous répondre quand je suis tuteur. Et encore une fois, je n'étais pas désigné tuteur le 1er mai. Je vous parle de quand moi je suis tuteur d'un observateur, de manière générale. Cela ne me choque pas qu'un observateur ait un poste acropole P2G pour écouter la radio. Pourquoi? Puisque c'est également lié à sa sécurité. Le message qu'on passe sur les ondes radio est éminemment important. On dit où sont les forces en présence, où peuvent être les perturbateurs, où peuvent être les casseurs. Il faut que l'observateur ait également cette information-là. Quand je suis tuteur, je ne vais pas passer la moitié de mon service d'ordre à expliquer à l'observateur ce qui se passe. Il peut avoir une radio pour écouter en temps réel et avoir ces informations-là, qui sont des informations empiriques, qui sont liées au maintien de l'ordre auquel il assiste. Il y a une logique à ce qu'il ait tout le cheminement de pensée. Je n'ai, sur mes 3 dernières années à la DOPC, jamais, d'ailleurs c'est totalement impossible, je n'ai jamais vu un observateur parler à la radio. Et je peux vous le dire, vous ne me posez pas la question, mais je peux vous répondre, M. Benalla n'a pas parlé à la radio le 1er mai, c'est impossible. Le réseau radio de la DOPC, est un réseau extrêmement hiérarchisé, où peu de personnes parlent dessus. Avec une discipline, ce qu'on appelle une discipline sur les ondes, qui est extrêmement rigoureuse, avec des indicatifs radio traçables. Donc moi, je parle souvent à la radio, à la DOPC. Je peux vous dire que les observateurs ne parlent jamais à la radio, même si on leur prête un poste, c'est uniquement un poste pour écouter. Et que M. Benalla n'a pas parlé à la radio le 1er mai. Je vous remercie. Question de M. Darnaud. La question du brassard? Non, attendez. Alors, répondez sur le brassard, s'il vous plaît, ce sera cohérent en effet. Sur la question du brassard, alors moi j'exerce en tenue d'uniforme comme je vous l'ai dit. L'observateur peut être en tenue civile et accompagner des policiers en uniforme. Dans ce cadre-là, même si effectivement d'un point de vue réglementaire, ça peut soulever une difficulté, mais à partir du moment où l'observateur va être tout le temps avec moi, si je suis amené à passer des barrages, moi je les passerai. Il ne faut pas que l'observateur soit bloqué. Il faut qu'il puisse être identifié comme appartenant aux professionnels de l'ordre public. Donc là aussi, il n'est pas choquant que ce brassard soit prêté. Dans ce cas, comme moi je travaille en uniforme, je prête mon brassard. L'observateur n'a pas le brassard toute la journée au bras, il l'a uniquement, et moi c'est ce que je lui demande souvent, il ne le sort que pour passer un éventuel barrage police ou que pour être identifié par les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui sont à mes côtés, puisque les fonctionnaires des CRS ou des gendarmes mobiles d'ailleurs avec lesquels je peux être amené à travailler ont aussi comme fonction de protéger l'autorité civile pour que je ne sois pas blessé. Donc s'il y a quelqu'un qui est en civil à côté, ça peut poser une difficulté. Donc il faut qu'il soit identifiable. Donc dans ce cadre-là, le brassard, c'est une possibilité. Merci, M. Darnaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez opéré, Monsieur le Commissaire, tout à l'heure, une distinction entre l'instruction relevant de votre autorité et la demande émanant de la chefferie de cabinet. Et vous avez apporté cette précision s'agissant de la tonalité avec laquelle cette demande émanant de la chefferie pouvait être formulée s'il y avait, et c'est compréhensible, une situation d'urgence ou de tension particulière. Ma question est donc relativement claire. Avez-vous eu vous-même
une demande avec une tonalité insistante qui pourrait être assimilée à une forme de commandement ou d'instruction, vous ou vos collaborateurs émanant de la part de M. Benalla? Monsieur Creuza. Monsieur le sénateur, ce n'est pas le cas. Réponse simple, claire et précise. Monsieur Bonnecarrère. Oui, merci à Monsieur le Commissaire de ces explications. Par votre statut, vous avez la vision, je dirais, du haut de la préfecture de police, mais c'est vous qui commandez sur le terrain. Vous contribuez au sein de la préfecture de police avec la chefferie de cabinet à la bonne organisation des déplacements du président. Il est normal qu'il y ait une convergence et une complémentarité d'action. Dans ce cadre, est-ce que, à votre expérience professionnelle, chacun a été dans son rôle, la chefferie de cabinet dans son rôle et la préfecture de police avec sa propre hiérarchie de manière autonome, ou avez-vous pu constater qu'à certains moments, au titre d'une légitimité politique particulière, d'une importance, eh bien, la chefferie de la présidence de la République prenait l'initiative de donner directement des instructions à des effectifs, voire à un commissaire de la préfecture de police, ou bien chacun est bien dans son rôle. C'est quoi ça? Monsieur le sénateur, je vais vous refaire la même réponse que j'ai faite tout à l'heure au président Bas. Je ne peux parler que pour la DOPC. Je ne peux pas parler au nom des autres unités de la police nationale. Voilà. Donc moi, pour ce qui concerne la DOPC, chacun est dans son rôle à la DOPC. La DOPC, je profite de le dire, est une très belle direction de la police nationale qui jouit d'une véritable expertise en termes d'ordre public. C'est une maison qui est tenue, qui est rigoureuse, c'est une maison qui est très hiérarchisée et c'est une maison dans laquelle quand un gardien de la paix, un gradé, un officier ou un commissaire est sur le terrain, il fait le travail que lui demande la salle d'information, il le fait avec rigueur dans le rôle qui est le sien. Bien, mes chers collègues, Monsieur Seguin. Merci Monsieur le Président. Commissaire, juste une question, vous remercier pour vos propos très clairs quand même. Hein, je crois que c'est la première fois qu'on a des propos aussi clairs. Juste, vous avez fait part que vous n'étiez pas tuteur de l'Observateur. Ma question, c'est, vous auriez été tuteur, vous auriez arrêté l'Observateur lorsqu'il a commencé à échanger des coups? Alors, M. Cosard. Monsieur le sénateur, par expérience en matière d'ordre public, je ne raisonne pas avec des si. L'ordre public est une matière fortement soumise au hasard et à l'aléa, puisque vous savez que les mouvements de foule sont difficilement prévisibles. Donc je me garderai bien de donner des leçons en disant j'aurais fait différemment le 1er mai. Ce que je peux vous dire le 1er, puisque moi j'étais présent place de la Contrescarpe, on était dans une ambiance qui était relativement difficile, avec des jets de projectiles, avec des gens qui pendant 2-3 heures vous crient flics, porcs, assassins, qui vous jettent des bouteilles dessus, qui vous insultent. On a 2 personnes qui jettent des projectiles. On nous dit maintenant, ces gens-là étaient venus manger des crêpes en toute bonne foi et se balader dans le quartier latin. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, quand je vais manger des crêpes dans le quartier latin, je ne jette pas des cendriers ou des bouteilles sur les fonctionnaires de police. Donc, ces 2 personnes-là qui ont été interpellées ont jeté des projectiles. L'ambiance était électrique, elle était difficile. Donc voilà, moi après, je ne parle que pour Maxence Creuza, commissaire de police à la DOPC. Je ne parle pour personne d'autre, je ne parle pas au nom de M. Benalla, pas au nom du major tuteur qui était désigné ce jour-là. Voilà pour cette audition de Maxence Creuza, commissaire à la préfecture de police de Paris. Dans cette affaire, Maxence Creuza est mis en examen pour avoir transmis la vidéo des faits du 1er mai à l'Élysée. Dans cette audition, il a assuré ne pas avoir eu de copinage avec Alexandre Benalla. Mais les questions des sénateurs ont notamment porté sur le statut d'observateur qu'occupait Alexandre Benalla lors des violences du 1er mai. Le commissaire de police a expliqué pourquoi il était normal qu'un observateur, lors d'une manifestation, porte un brassard de police, un casque de sécurité et soit branché à la radio des forces de l'ordre. Notez la date du 19 septembre, mercredi prochain, sur votre agenda, car Alexandre Benalla sera auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Vous pouvez voir toutes les auditions de la commission d'enquête Benalla sur le site publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.
ce soir. À 22h, livrez-vous. Adèle Van Rett reçoit une femme académicien, Hélène Carrère d'Ancos, et une femme rabbin, Delphine Orwiller. À 23h, les dessous de la mondialisation consacrés à Haïti qui développe le tourisme pour sortir de la misère. Bonne soirée sur Public Sénat.